bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info. À la une de ce samedi 27 décembre, une nouvelle victoire pour la Roca Team qui s'est confortablement imposée face au colosse du Real Madrid hier soir en 18e journée d'Euroleague. Le résumé de la rencontre dès le début de ce journal. Comment digérer l'entre-deux-fêtes? Après le réveillon de Noël vient le nouvel an. Foie gras, saumon, chocolat, quelles sont les conséquences de nos excès? Comment moins culpabiliser et se rattraper? Aurélia Zera, coach en nutrition et diététique, nous donnera son avis dans quelques instants. La jeune chambre économique termine une belle année avec à sa tête Anna Derrien qui s'apprête à passer le flambeau. La présidente de la JCI Monaco sera notre deuxième invitée pour nous parler de son bilan et de ses futurs projets. Et puis si vous aimez le théâtre et la musique, c'est au Théâtre des Muses que nous vous emmènerons à la fin de ce journal, à la rencontre d'un trio qui revisite les icônes de la chanson française. C'est délicieux, nous étions en coulisses avant la première. Une belle performance hier soir en 18e journée d'Euroleague pour la Roca Team qui l'a emporté à domicile face à l'un des cadors de la compétition, le Real Madrid. Score final 100-95 pour les Monégasques. Le résumé de la rencontre est signé Frédéric Elion et Massimo Piantoni. La Roca Team continue son festival offensif à domicile pour la 4e fois en 5 matchs à Gaston Médecin. Monaco a collé 100 points à son adversaire, dernière victime en date, le Real Madrid, battu vendredi soir dans un match de haut niveau. Dans le premier quart-temps, la Roca Team n'a pas de solution pour contrer Walter Tavares, le géant capverdien de 2,20 m, fait la loi dans la raquette, 15 points et 7 rebonds en 8 minutes. Le Real est devant, puis Monaco va faire un premier écart grâce à Mathieu Strazel qui inscrit 6 de ses 12 points dans le deuxième quart-temps. À la pause, 47-43 pour Monaco. Au retour des vestiaires, les Monégasques enfoncent le clou, un 10-0 en 2 minutes 40 avec plusieurs réussites à 3 points. Et voilà Monaco à plus 14. Mais le Real recolle avec un excellent Campazzo, 28 points et 10 passes pour le meneur argentin, 70 partout après 3 quarts-temps. Très discret jusque-là, avec 0 points, Nikola Mirotic va sortir de sa boîte au meilleur des moments. 2 gros tirs à 3 points et Monaco semble se diriger vers une victoire tranquille, plus 14 à 1 minute 50 du buzzer. Et malgré l'énorme coup de chaud de Campazzo qui plante 14 points en 87 secondes, Monaco remporte ce choc 100-95. Je pense qu'on a vu 2 bonnes équipes de basket. Alors ça manquait un peu de défense de notre côté, du leur aussi. Mais voilà, l'important c'est qu'on a réussi à rester concentré, à rester intelligent dans les moments où ils ont fait leur run. Et voilà, on a été récompensé ce soir par une victoire. Une bonne manière de finir 2025 à la maison et j'espère que 2026 va être encore meilleur. Pour le dernier match de l'année 2025, la Roca Team se déplacera en Catalogne pour affronter le Barça mardi prochain à 20h30. Et une moins bonne nouvelle, l'AS Monaco est en deuil. Nous avons appris la disparition hier de Serge Roy, ancien attaquant international qui avait évolué dans le club de football de la Principauté de 1957 à 1962. C'est sous les couleurs monégasques qu'il avait remporté la Coupe de France en 1960 et le titre de champion de France l'année d'après. Il était également passé par les clubs de Besançon, l'Olympique de Marseille, Valenciennes et enfin l'OGC Nice où son fils Éric Roy avait lui-même commencé sa propre carrière. C'est à Nice que Serge Roy s'est éteint hier à l'âge de 93 ans. Le rallye Monte-Carlo 2026 approche, il sera de retour du 22 au 25 janvier prochain. Alors l'Automobile Club de Monaco est déjà sur le pont. Il y a 2 semaines, les commissaires se sont réunis sous le chapiteau de Fontvieille pour le traditionnel stage de formation avant de s'élancer jusqu'au col de la Madone et celui des banquettes depuis Menton. Émilie Flamin et Camille Caloni les avaient suivis. Retour en images sur ce traditionnel rendez-vous des bénévoles. Ce sont les yeux de la direction course pendant les rallyes, les commissaires. Et chaque année, les nouvelles recrues se retrouvent sur le terrain pour un test grandeur nature après des mois de théorie. Aujourd'hui, dans cette partie-là, on va s'assurer que ce qui a été enseigné au cours de nos formations théoriques pratiques a été complètement assimilé et qu'on va être capable en fait, de restituer lors de scénarios qui ont été au préalable définis par la commission formation, savoir agir, s'adapter et surtout réussir complètement cette formation. Un moment essentiel dans la formation de ces 168 jeunes commissaires. Depuis le directeur de course jusqu'au nouveau commissaire, tout le monde passe à la moulinette. Avec, vous allez le voir dans la journée, avec plusieurs scénarios pour tester vraiment les gens en conditions réelles. C'est un véritable rallye. On a dans l'esprit que Monaco, c'est le WRC et l'historique, mais il y a également le CRIC.
circuit routier d'instruction des commissaires. Ça, c'est le passage obligatoire. Pour avoir sa licence, il faut avoir obtenu satisfaction pendant ce CRIC. Eux aussi sont aux aguets. Dans leur tour de contrôle, les équipes de la direction course suivent en direct ce rallye derrière leurs écrans. C'est une direction course avec moi qui contrôle l'ensemble des opérations et des adjoints qui sont dédiés à chaque épreuve spéciale et qui peuvent envoyer les moyens, transmettre les bonnes informations aux personnes sur site et répondre au plus vite en cas de problème. Au total, ce sont 210 commissaires qui seront sur le qui-vive lors de la prochaine WRC les 22 et 25 janvier prochains. Les réjouissances de Noël sont passées, place maintenant à celle du Nouvel An. Une période propice à la joie et la bonne humeur, mais également source d'anxiété pour beaucoup d'entre nous qui pensent et repensent à leurs excès, c'est classique. Foie gras, saumon, dinde farcie, bûches, chocolat, alcool, j'en passe et des meilleurs. Alors pour dédramatiser, démystifier ou vous aider à reprendre les bonnes habitudes, nous sommes en ligne avec Aurélia Zera. Bonsoir à vous. Bonsoir. Docteur en pharmacie et coach en nutrition spécialisé en diététique, merci d'être avec nous sur Monaco Info. Je le disais, la période des fêtes de tout temps est celle de tous les excès, source d'anxiété. Alors première question, pour casser le mythe d'entrée de jeu, est-ce que quelques jours de laisser aller, ou plus que quelques jours, c'est une catastrophe? Alors, c'est pas que c'est une catastrophe, mais oui, le poids peut vite s'emballer si on fait des repas successifs assez riches. Voilà, le fait d'avoir cette succession de repas, ça peut provoquer une prise de poids pas très importante, mais qui peut quand même embêter certains. Voilà. Et est-ce que c'est vraiment dramatique si c'est des repas qui ne sont pas trop conséquents, si on fait attention, même si c'est plusieurs repas d'affilée? Alors, moi, ce que je propose en général, c'est quand même assez conséquent en termes de fêtes. C'est rare de cadrer. Si on arrive à les cadrer, à faire des repas équilibrés, il n'y a pas de souci dans ce cas-là. Mais en général, c'est vrai que c'est plutôt festif. On va rajouter plus de sucre, d'alcool, de matières grasses. Et du coup, ce qui est bien, c'est de corriger sur les repas sur lesquels on a plus de contrôle. Voilà, donc par exemple, ça va être le réveillon de Noël, là on va faire des excès, mais les repas autour vont pas être très conséquents, donc ça va permettre d'équilibrer, c'est bien ça? Alors moi, la méthode que je donne en général, c'est jeûne et jus. C'est une petite méthode. Voilà, les repas, on n'a vraiment pas faim, on peut les sauter éventuellement, que ce soit le petit déjeuner quand on a eu un dîner très riche, ou alors le dîner quand le repas du midi a été très festif. Vous pouvez très bien, si vous n'avez pas faim, sauter le repas et remanger tranquillement le lendemain. Voilà. Et surtout, voilà, ce qui va être intéressant, c'est de mettre au repos le système digestif. Donc, on va plutôt prendre des aliments sous forme liquide, des jus verts, des bouillons, beaucoup d'eau, voilà, pour laisser reposer surtout le foie et les fonctions digestives. Alors justement, vous le dites, pour le repas de Noël, c'est trop tard, mais pour le Nouvel An, quelques conseils ne seront pas de trop. Quelles sont les mauvaises habitudes à bannir à table pendant les fêtes? Parlons du pire pour dédramatiser. Alors, il faut éviter tout ce qui est apéritif, donc tout ce qui est feuilleté, crackers, voilà, ce type d'aliments qui vont faire exploser la balance calorique, vont augmenter, vont vraiment diminuer la satiété. On ne va pas se rendre compte de tout ce qu'on mange et on va manger en grande quantité ce type d'aliments-là. En plus, c'est très salé, donc on va avoir tendance à faire de l'œdème le lendemain, à sortir de là très gonflé. Donc, c'est des aliments qu'il faut plutôt éviter. On va éviter également de faire trop d'excès au niveau alcool parce que le lendemain, voilà, avec l'âge, c'est vrai qu'on a tendance à moins bien tolérer l'alcool. Le foie va en prendre un vrai coup, donc il faut faire attention à ce niveau-là également pour ne pas se réveiller et être vraiment trop fatigué sur les journées d'après. Après plusieurs jours de repas riches, quelle est donc selon vous la meilleure manière de revenir à une alimentation équilibrée, hydratation comprise, sans tomber dans un régime punitif, et ce même si c'est avant un dernier excès au Nouvel An? Alors déjà, si vraiment on a fait trop d'excès, sans que ce soit punitif, naturellement, on va avoir moins faim, on va avoir envie vraiment de se laisser au repos. Donc c'est bien de privilégier des protéines maigres, donc tout ce qui est poulet, poisson blanc, fruits de mer. Éventuellement des œufs aussi un petit peu, et éviter tout ce qui est salé comme le jambon, le saumon fumé. Donc ça, vraiment, on évite sur les jours d'après pour éliminer tous les excès de sel qu'on a pu faire pendant les fêtes. L'alcool aussi a tendance à retenir l'eau, donc on va avoir tendance à gonfler les jours d'après. Pour éviter cet œdème qui peut être invalidant, on va essayer d'éviter tout ce qui est salé. Donc naturellement, privilégier donc ces protéines maigres. On peut privilégier aussi en termes de légumes, des légumes qui vont être plutôt diurétiques, drainants, qui vont aider aussi les fonctions du foie. Donc vous avez l'artichaut,
vous avez le fenouil, tout ce qui est concombre. Moi, je propose de faire des petits jus à base de fenouil, épinards, concombre, un petit peu de pomme aussi pour que ça donne un petit peu de goût. Voilà, mais des choses qui vont aider aussi les fonctions à la fois du foie et digestives à se remettre bien en marche. Alors ça, c'est pour aider notre organisme, mais notre corps sait aussi bien gérer tout seul les excès ponctuels. Il sait gérer, mais on va quand même lui donner un coup de pouce avec le temps. Il a tendance à moins bien gérer. Quand on est jeune, on gère super bien. On se relève sans problème le lendemain. On est en forme. Mais c'est vrai qu'à partir de 40-45 ans, on commence à sentir un petit peu les organes qui vieillissent. Et dans ce cas-là, on va donner un petit coup de pouce avec toutes ces petites aides de légumes surtout et de jeûne. Le jeûne, ça aide énormément également. Et pour ce qui est de l'activité physique, qu'est-ce qui est le plus recommandable pour éliminer les excès? Est-ce qu'une simple promenade digestive peut vraiment faire la différence? Tout à fait. Surtout là, en période où il fait froid, ça va augmenter la dépense énergétique. Donc, n'hésitez pas à aller marcher un petit peu dans le froid. Ça aide à améliorer la digestion et à éliminer les excès. Et le message est bien passé. Merci beaucoup Aurélia Zera, docteur en pharmacie et coach en nutrition spécialisé en diététique, d'avoir répondu à nos questions ce soir sur Monaco Info. Avec plaisir. Restons dans le thème de la cuisine. Écoutez maintenant la belle aventure d'une classe du collège FANB. L'an passé, des élèves de l'établissement se sont vus proposer par leur professeur de SVT de se lancer dans l'élaboration d'un livre de recettes anti-gaspillage. Un travail de longue haleine qui vient d'être couronné lors de la cérémonie des Gourmands Awards 2025 à Riyad, en Arabie Saoudite. Le récit de Patricia Navarro sur les images d'Arnaud Humbert. J'ai proposé 2 recettes. Donc la première, c'était des cookies aux épluchures de carottes. Et la seconde, c'était un amuse-bouche avec des queues de haricots verts. Moi, j'ai proposé les chips d'épluchures de pommes de terre et de légumes. Des pots de pastèques confites. Ils sont collégiens, créatifs et désormais primés à l'international. Ces élèves du collège FANB viennent de recevoir l'un des plus prestigieux prix du monde culinaire, le Gourmand World Cookbook Award, une récompense pour un projet aussi gourmand qu'engagé, la création d'un livre de recettes anti-gaspillage, imaginé et réalisé par les élèves sous le regard bienveillant de leur professeur de SVT et avec l'aide précieuse du chef étoilé Marcel Ravin. Chaque élève a apporté sa pierre à l'édifice, chacun avec sa propre recette. On nous a demandé de réaliser des plats, mais sans gaspiller et sans jeter de la nourriture. Donc utiliser tout ce qu'on pouvait sans rien jeter à la poubelle. Alors j'ai réfléchi, qu'est-ce qui serait le plus anti-gaspi et le plus original, parce que à peu près tout le monde mange de la viande et des légumes. Alors, s'il y a des restes, ce serait bien de les utiliser. Alors, j'ai proposé un bouillon d'os qui reprend la carcasse de poulet et les fans de légumes. Et voilà. Un projet pédagogique ambitieux sur plusieurs mois, suivi de près par l'équipe éducative, à commencer par Franck Fantino, le directeur d'FANB, qui a accompagné les élèves à chaque étape jusqu'à Riyad, où il s'est rendu pour recevoir le prix. C'est vraiment exceptionnel de pouvoir rentrer avec cette récompense. En fait, à l'origine, c'est vraiment un projet d'une enseignante, Madame Mestini, de 6e, qui s'est lancée dans juste la semaine européenne pour la réduction des déchets et qui a proposé à ses élèves de faire des recettes anti-gaspillage. C'est important pour nous que les professeurs proposent des projets qui les réunissent. Et c'est vrai que sur ce projet-là, on l'a vu, ils comparaient leurs recettes, ils s'étonnaient les recettes des uns des autres. Et puis, quand derrière, on a eu l'arrivée du chef Marcel Ravin, qui est aussi à l'origine de l'ampleur de ce projet, et qu'on remercie chaque jour pour son implication. Mais ils se sont aussi retrouvés, qu'est-ce qu'il t'a dit toi le chef, et qu'est-ce qu'il a rajouté, et puis voilà, ça a vraiment ajouté un esprit de groupe. Confiance en soi, travail d'équipe, créativité, conscience écologique, tous les élèves ayant participé ont beaucoup appris au cours de cette aventure. Je n'imaginais pas qu'on aurait, depuis une petite recette, arrivé à un prix à Riyad. J'ai trouvé ça très enrichissant pour tout le monde, car même les personnes qui, par exemple, ne cuisinaient pas beaucoup, en l'occurrence moi, je me suis vraiment mis à chercher des recettes, à cuisiner, à trouver vraiment un moyen pour remplir cette mission. Est-ce que ce type de projet, ça resserre les liens ? Je pense que oui, parce qu'on essaie tous de partager nos recettes et de s'aider entre nous
pour découvrir ce qu'en pensent les autres de nos recettes et de ce qu'on aime bien manger. Avec des idées, de l'engagement et beaucoup de passion, ces élèves du collège FANB ont prouvé que même les plus jeunes pouvaient faire bouger les lignes et que lutter contre le gaspillage peut parfois mener jusqu'aux plus grandes récompenses. C'est une nouvelle adresse qui fait déjà parler d'elle, chez Teva, un restaurant chaleureux où le bon goût n'est pas qu'une histoire de cuisine. Un chef passionné et un restaurateur corse ont décidé d'unir leur savoir-faire pour offrir aux clients un moment hors du temps. Vanessa Dessy et Alexandra Paolini sont allés découvrir les lieux. L'aventure chez Teva naît d'une rencontre depuis les bancs d'école entre un chef passionné et un restaurateur corse, unis par la même quête d'authenticité. Ensemble, ils créent un lieu à leur image, vrai, chaleureux, sans artifice. Leur parcours nourrissent une cuisine inspirée, héritée d'une grand-mère curieuse des saveurs. Chez Teva, chaque plat prolonge cette histoire de transmission et de passion. On a voulu faire un lieu cosy, familial, comme à la maison. C'est pour ça qu'on a donné ce nom au restaurant. Donc, pour inviter les gens à venir comme s'ils venaient à la maison, comme s'ils venaient chez moi. Et donc on a voulu une cuisine qui est tout aussi chaleureuse, donc autour de produits de saison, cuisine du marché. On n'a pas de carte fixe, on travaille les produits au fil des saisons et au fil de ce qu'on reçoit des fournisseurs. On prend des classiques qu'on essaie de twister, de revisiter. Mais corse, oui, puisque la charcuterie de ma famille me tient à cœur. Et la bière également de Corse. Inspirée par leurs racines méditerranéennes, la cuisine de chez Teva célèbre la simplicité et le goût du vrai. Des plats faits maison élaborés avec des produits frais et des producteurs de confiance. Une cuisine française vivante, généreuse, où chaque assiette traduit l'amour du partage. En venant à Monaco, Teva m'a donné comme mission de faire que des plats traditionnels, on va dire parisiens. Donc en ce moment, on est sur la soupe à l'oignon, le gratin à l'oignon. Et après, on a plein d'autres choses comme le tartare de bœuf. Mais vu qu'on est des jeunes cuisiniers, un jeune patron, on essaie un peu de remixer, toujours retwister avec des petits trucs qui viennent d'ici et là, des épices autour du monde, des herbes, un petit peu de kick avec des citrons noirs d'Iran, enfin plein de choses. Chez Teva se transforme aussi en lieu festif. Le restaurant accueillera prochainement des soirées DJ, mêlant ambiance conviviale et gastronomie. La jeune chambre économique s'apprête à changer de présidence. Comme tous les ans, c'est Anna Dorien qui était à la tête de la JCI Monaco cette année 2025. À l'occasion de son passage de flambeau, l'ancienne avocate est revenue sur son bilan et celui de la jeune chambre durant cette saison. Entretien réalisé plus tôt dans la semaine par Christophe Paco. Bonsoir Christophe. Activité très riche et intense pour la JCE de Monaco, c'est vrai cette année, et notamment sur le dernier trimestre, j'ai remarqué. Oui, tout à fait, vous avez raison, on a eu 3 mois très intenses de septembre à décembre. On a fait énormément d'événements avec 2 petits déjeuners conférences qui ont très bien fonctionné avec 2 gros sujets d'actualité, notamment avec monsieur le conseiller de gouvernement, ministre de l'économie et des finances, et l'attractivité et la sûreté publique, donc des gros sujets d'actualité qui intéressent tout le monde. Et puis on a eu 2 gros événements donc sur de l'événementiel pur, avec Monaco Inspire et la soirée des trophées de la Jeune Chambre économique de Monaco, qui sont vraiment des très gros événements qu'on organise en plus en fin d'année. Il y a eu quelques jours d'intervalle pour les 2, donc c'était très intense, mais le succès était vraiment au rendez-vous. Et cette soirée de gala, bien sûr, on met toujours en exergue l'innovation chez vous. Oui, toujours, exactement. Et d'ailleurs, ça fait partie d'un élément de programme que mon successeur, donc Lucas Dubois, qui commencera sa présidence au 1er janvier, a mis en avant dans son programme et souhaite mettre en avant l'année prochaine. Il y a d'ailleurs un des pôles qui va s'appeler innovation, donc on innove chaque année, on évolue. Et le pôle de l'innovation avec une refonte un petit peu légère des pôles, il vous en parlera même mieux que moi l'année prochaine, mais vraiment axé sur l'innovation et sur comment on peut, dans l'entrepreneuriat, innover au quotidien pour les entrepreneurs et à Monaco, bien évidemment. Innover, vous l'avez dit, agir, transmettre. En un an, on a le temps de faire tout ça quand on est président ? On essaye. Oui. Alors après, c'est beaucoup d'organisation. Comme vous l'avez vu, on est sur de nombreux événements. On en a 3-4 par semaine, ce qui est énorme quand on y pense. Mais on y arrive. Après, j'ai été très bien entourée. J'ai eu une équipe vraiment formidable, un conseil d'administration formidable et des chefs de projet aussi vraiment au top, avec des membres très actifs, ce qui donne aussi cette impulsion cette année et ce qui a donné vraiment de très beaux succès à chaque fois. Et on va transmettre, on transmet. En tout cas, moi, je suis immédiate passe-président l'année prochaine, donc c'est mon objectif de transmettre et d'être là pour le conseil d'administration l'an prochain, puisque c'est l'objectif de chaque ancien président d'ailleurs, d'être là pour les successeurs. Il y a un vrai relais qui se fait comme dans une course finalement, et on passe le témoin.
Exactement. À grande exactement. vitesse. Et tant mieux, tant mieux. Et tant mieux. Vous avez parlé des petits déjeuners, des conférences, il y a des meetings, il y a surtout des connexions aussi. On n'oublie pas les jeunes, hein, avec, j'allais dire, graines de star, mais c'est un peu ça, graines d'entrepreneur. Oui, tout à fait. Oui, graines d'entrepreneur. Alors oui, exactement, graines d'entrepreneur. On a fêté les 10 ans cette année. On a fait 9 sessions dans les établissements de la Principauté. Et à la soirée des trophées, on a gentiment sorti donc le projet de l'association, puisque humainement, ça devenait un petit peu lourd à porter. Et on veut surtout lui donner une impulsion qu'elle mérite, que le projet mérite, à l'extérieur donc de la Jeune Chambre, avec une association indépendante qui sera portée par David Sirour, qui était le président national en 2015 et qui est le fondateur du projet. Et du coup, cette association va permettre de faire perdurer le projet et de le faire dépasser les frontières. C'est tout ce qu'on souhaite en tout cas. Madame la Présidente, c'est l'heure du bilan, on le dit depuis tout à l'heure, mais qu'est-ce que vous allez retenir pour vous? Est-ce que vous avez une innovation, je ne sais pas, quelque chose de plus fort encore, un développement personnel qui vous a marqué, un soutien, je ne sais pas, à l'écosystème ambiant, local? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? C'est une question piège. Ce qui m'a le plus marqué, moi, c'est vraiment l'aventure humaine, pour le coup, sur l'année, puisque c'est une année de rencontres, une année intense, donc de réseaux, d'événements. C'est énormément de soft skills que j'ai développé cette année, puisque finalement, c'est 81 membres qu'on gère au quotidien, 80 personnes avec des manières de travailler différentes, des manières de collaborer vraiment différentes, des manières de penser et de s'organiser aussi très différentes, puisque forcément, on a tous une méthode différente de travail. Et moi, ça a été vraiment ça, l'aventure humaine, avec beaucoup de différences, arriver à faire quelque chose, à porter un projet commun et arriver à un bel objectif, à la réalisation d'un événement, d'une conférence, la tenue d'objectifs, rentrer un certain nombre de partenaires, les budgets auxquels on s'est tenu, puisque c'est une vraie entreprise qu'on fait tourner, clairement, puisqu'on va clôturer les comptes là dans quelques jours. Donc c'était moi un grand challenge à ce niveau-là et un défi que j'ai relevé haut la main et qu'on a relevé haut la main avec mes équipes et j'en suis très satisfaite. Vous avez le temps de travailler dans tout cela ou... Parce que vous avez un agenda bien sûr. quand même. J'imagine que oui. Bien sûr. Bien sûr. Après, oui, ça prend énormément de temps. Sincèrement, ça m'a pris beaucoup de temps cette année, mais c'est un investissement qui en valait la peine. Et à côté, oui, bien sûr, j'ai une activité professionnelle. Je suis associée d'un cabinet de conseil juridique et fiscal à Monaco et les clients sont ravis de me retrouver dès le mois de janvier à temps plein et moi aussi d'ailleurs. Très bien. Et à partir du mois de janvier, vous prenez encore d'autres fonctions encore un peu plus haut? Oui, à la GCI, donc à la Junior Chamber International, j'ai été nommée au Congrès mondial contre toute attente à un poste sur la zone Europe en fait pour accompagner la présidente mondiale 2026 qui est une femme, donc la 5e en 110 ans, donc c'est pas rien et que nous aurons sûrement le plaisir d'accueillir en Principauté l'an prochain puisque c'est une volonté de Lucas de la faire venir et puis évidemment je serai là pour l'accompagner avec grand plaisir. Merci pour ce bilan en tout cas, et puis bonne chance à votre successeur, bien sûr, qui est déjà prêt. Hein. Il va hériter vraiment de dossiers qui sont déjà bien complets, bien remplis, hein, et avec beaucoup de projets aussi, parce que chacun met sa petite graine, et c'est bien normal. Bien sûr. Merci. Bien sûr. Merci Christophe. Passé du temps avec nous, Merci. bonne fin d'année, bonne fin de présidence, et puis bienvenue à votre successeur qu'on retrouvera bientôt, bien sûr, sur Monaco Info. Bonne soirée. Merci. Le Théâtre des Muses accueille un nouveau spectacle en cette fin d'année, Les Nanas dans le rétro, une pièce musicale humoristique incarnée par un trio de comédiennes qui revisitent les icônes de la chanson française du XXe siècle. C'est tout ce qu'on a envie de voir pendant les fêtes. D'ailleurs, une représentation est même proposée le soir du réveillon, le 31 décembre. Sarah Nkari et Arnaud Imbert se sont glissés en coulisses juste avant la première, ce samedi soir. Les grands magasins, c'était pas tant. Elles sont 3 et se sont donné une mission, remettre au goût du jour les anciennes chansons françaises. Et quand je l'aime, oui, quand je l'aime, croyez-moi, le monde entier voudrait l'aimer pour moi. Créée par Noémie François, habituée des comédies musicales, Les Nanas dans le rétro transportent le public francophone à travers les époques depuis maintenant 10 ans. Vous garantir que ça plaît aussi bien aux petits qu'aux plus âgés et aussi à la tranche d'âge cinquantaine. C'est des souvenirs en fait pour ceux qui ont 50 ans et pour ceux qui ont 80 ans. Et pour les petits, ils sont en général émerveillés de nos tenues, des petites chorégraphies qu'on rajoute, du jeu. Voilà, c'est intemporel. De 1866 avec Le Temps des Cerises, rendu célèbre par Yves Montand, à 1985 avec La Boîte de Jazz de Michel Jonas, le trio vocal reprend les grands classiques avec humour et élégance, le tout accompagné de son pianiste, l'homme du groupe. Il en fallait un, ça va, jusqu'à présent je le vis bien, je le vis même très bien, non, ce sont des artistes très agréables à accompagner et à vivre.
Pas de bande-son enregistrée, tout est en direct. La première représentation à Monaco a lieu ce soir, la dernière le 31 décembre. On dit que l'année sera comme on la commence ou comme on la finit. Et en l'occurrence, toutes ces chansons, ces mélodies délicieuses qu'on adore, tellement entraînantes, eh bien, je pense qu'elles sont vraiment la meilleure augure pour commencer l'année, parce qu'on va tous beaucoup chanter. Tout le début de l'année, là, on va chanter. Elles vont nous rester en tête pendant des semaines, ces merveilleuses mélodies, ces chansons. Et comme ça, on va être heureux, parce que comme on le sait, la vie, c'est bien plus marrant en chantant. On est bien d'accord. Et après le show, le théâtre reprendra des airs de boîte de nuit. La patronne des Muses invite les spectateurs à trinquer à la nouvelle année, puis à danser et chanter à leur tour sur la scène. Pour moi. Voilà, Les Nanas dans le rétro, c'est un spectacle à découvrir jusqu'au 31 décembre inclus, donc au Théâtre des Muses. Un coup d'œil à la suite de notre propre programmation de fin d'année, à l'agenda sur Monaco Info demain dimanche, 10h30, la grand-messe en la cathédrale et en direct sur notre antenne. À 21h, ne manquez surtout pas Monaco sous les étoiles, un spectacle exceptionnel et inédit, présenté il y a quelques jours seulement sous le chapiteau de Fontvieille. Voilà pour le programme, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo, très agréable, présentée par Sarah Nkari. À 21h, ne ratez surtout pas le nouvel épisode de Backstage avec Fabien Bonilla en coulisses de Superbus, le groupe mythique des années 2000. Je vous laisse sur la suite de notre rétro-photo de l'année. Ce soir, ce sont nos meilleurs clichés du mois de septembre 2025. Passez une excellente soirée sur Monaco Info et à demain, 18h30. Retrouvez la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco. Bonsoir à tous, il fait bon vivre l'hiver sur la Côte d'Azur, le soleil restera bien présent jusqu'à la fin du week-end et la semaine à venir s'annonce plutôt clémente. Côté température, elles restent très agréables même si elles seront légèrement en baisse par rapport à aujourd'hui. 7 degrés au lever du jour et jusqu'à 16 à l'ombre l'après-midi. Coup d'œil sur le calendrier, demain nous fêterons les Gaspards, un prénom porté par l'un des 3 rois mages apprécié depuis le XIVe siècle. Après une période plus discrète, il est de nouveau tendance depuis plusieurs années, vous en connaissez forcément. Je vous retrouve demain, d'ici là, passez une excellente soirée sur Monaco Info. C'était la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.